Depuis quelques mois, je suis partie à la rencontre des candidats à la présidentielle pour vulgariser la politique. Le but est d'amener les jeunes et ceux qui ignorent tout de la politique à se rendre aux urnes le 10 avril. On a commencé par Éric Zemmour. On dit souvent que vous êtes raciste. Les gens disent ça. Que dites-vous aux jeunes, justement, qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui se sentent pas aimés? Vous avez envie de leur dire quoi? Je suis également partie à la rencontre de Jean-Luc Mélenchon. Et j'ai une question très cash. Vous détestez les riches? Pour ou contre le cannabis, la légalisation du cannabis? Ouais. Je leur ai fait une notaire. Et dernièrement, je me suis entretenue avec Marine Le Pen. Vous n'avez pas l'impression d'être lâché par, peut-être des fois par votre famille aussi? Vous vous sentez comment en ce moment? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'Éric Zemmour vous prend un petit peu vos électeurs? Vous êtes en bon terme là avec Marion? Bah pas trop non du coup. Aujourd'hui, je pars découvrir Anne Hidalgo, la maire de Paris et candidate à la présidentielle 2022. Moi j'ai l'impression que vous subissez comme on appelle ça le Hidalgo bashing dans la presse. Vrai. Ça doit être pesant quand même à vivre. Les loyers à Paris et des grandes villes sont extrêmement chers. Qu'est-ce que vous allez proposer justement pour l'accès au logement dans les grandes villes comme ça qui sont aussi importantes? Anne Hidalgo, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est ça. Anne Hidalgo, née le 19 juin 1959, est une femme politique française. Membre du Parti Socialiste, elle est première adjointe au maire de Paris de 2001 à 2014 et conseillère régionale d'Île-de-France de 2004 à 2014. À l'issue des élections municipales de 2014, elle devient la première femme maire de Paris. Elle est réélue à la suite des élections municipales de 2020 et aujourd'hui, c'est en tant que candidate du PS à l'élection présidentielle de 2022 que nous la retrouvons. Bonjour à tous, bienvenue dans ma 4e émission 24 heures avec un candidat à la présidentielle. Et aujourd'hui, je suis en Bretagne, c'est juste magnifique et je vais suivre celle qu'on ne présente plus, Anne Hidalgo, la maire de Paris et qui est officiellement candidate à la présidentielle. On y va. Merci à notre partenaire Cap Finance. Devenez conseiller indépendant, rejoignez Cap Finance, leader de la gestion de patrimoine en France dans le domaine de l'assurance vie, épargne et retraite. Alors ici, on est à l'association Adalea, qui s'occupe des gens qui sont comme moi, je suis depuis 15 jours, en situation de rupture, et se charge de les orienter dans leur démarche, puisqu'ils sont pris en charge par le 115 la plupart du temps, afin de retrouver des conditions de vie à peu près décentes. Donc ils vous hébergent? Alors moi, je suis hébergé par le 115, je l'ai été parce que j'étais chez des amis et j'ai dû partir, pour des raisons. D'accord. Qui ne sont pas intéressantes de développer ici. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain à la rue, cette première fois, et le 115, en 2 heures, m'ont trouvé une chambre à l'hôtel au Pot d'Étain, qui sont absolument adorables, où je suis depuis 15 jours et où je peux me restructurer. Et le fait qu'Anne Hidalgo, donc qui est candidate à la présidentielle, se déplace jusqu'à vous pour vous rencontrer, vous parler, vous écouter, est-ce que ça vous touche particulièrement? Je trouve que c'est une excellente chose. Et là, elle vous propose quoi, Madame Hidalgo, du coup, par rapport à ces structures, justement? Ce que j'ai entendu dans son propos, c'est qu'effectivement, il fallait créer une politique générale. Je ne peux pas condenser son propos, j'en ai entendu un segment. Il m'a semblé de faire une politique générale qui soit plus vaste, plus active, pour pouvoir précisément suppléer à ses besoins. Ça vous donne espoir de la rencontrer aujourd'hui? Moi, la rencontrer personnellement, j'étais content de l'entendre. Je serais tout à fait content de parler avec elle, mais je suppose qu'elle est très occupée et je pense que mon témoignage tout à l'heure peut-être servira à quelque chose comme celui que je suis en train de faire. Du moins, vous vous sentez écouté. On ne peut pas être dans ce monde aussi brutal, aussi violent vis-à-vis des plus fragiles, dans lequel on leur dirait « traverse la rue si tu veux un travail ». J'ai le sentiment aujourd'hui que dans ce monde politico-médiatique, il vaut mieux être un fasciste négationniste
qu'une femme de gauche, républicaine, social-démocrate. Une réélection d'Emmanuel Macron, ça veut dire quoi? Ça veut dire une réforme des retraites, menée tambour battant, où on va faire travailler jusqu'à plus soif. C'est quoi? C'est les hôpitaux. Vous avez vu que même avec une crise Covid, on arrivait à supprimer 5700 lits au lieu d'en rajouter. C'est ça qu'on veut? Et vous êtes bénévole, vous travaillez pour l'équipe d'Anne Hidalgo. Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors en fait, je l'accompagne sur un certain nombre de déplacements. Donc, j'organise le déplacement pour ce à quoi vous assistez toute la journée, c'est-à-dire toutes les rencontres, les personnes avec qui elle souhaite échanger, les citoyens, les élus, tout ce qui existe sur les territoires. Et ça fait longtemps que vous faites ça? Dans la campagne? Enfin, du coup, dans la campagne récemment, mais est-ce que ça fait longtemps que vous êtes engagé auprès d'Anne Hidalgo? Vous la connaissez depuis longtemps? Oui, alors depuis déjà les municipales, j'ai toujours été socialiste. D'accord. Donc je trouve qu'elle incarne vraiment, en tout cas moi, ce que j'aime dans le socialisme, c'est-à-dire une vraie volonté de changer la vie des gens, en fait, de ne pas se satisfaire d'un état des lieux en disant c'est comme ça, non, il n'y a pas de fatalité. Alors pour les gens qui ne comprennent rien justement, les gens qui ne savent pas, moi je ne sais pas, je n'y connais rien en politique, c'est quoi un socialiste? C'est quelqu'un qui se dit que finalement on est tous nés quelque part dans une famille, dans un endroit, etc. On n'a pas de mérite, on est tous nés quelque part, oui, ça, logique, n'est-ce pas? Ok, jusque-là on est tous socialistes. On est tous d'accord. Okay. Par contre, on n'a pas tous les mêmes chances, on n'a pas tous les mêmes opportunités dans la vie, et on n'est pas responsable non plus de cet état de fait, donc c'est de se dire que collectivement, on a un patrimoine commun, par exemple, tous les services publics, le pays, tout ça c'est à nous tous, c'est le patrimoine de tous ceux qui n'ont pas forcément un patrimoine personnel, l'école, l'hôpital, etc. Et tout ça, c'est pour que ça soit accessible au plus grand nombre d'entre nous, ce qui n'enlève rien à personne, et au contraire qu'on soit le plus nombreux possible à pouvoir vivre bien, être heureux, pouvoir réaliser, je sais pas, quand on est jeune, pouvoir se former, pouvoir se déplacer, pouvoir voyager, pouvoir aspirer à ses rêves, quand on est âgé, pouvoir avoir une vie confortable, être en bonne santé. C'est ça le socialisme, c'est qu'on soit le plus nombreux possible à pouvoir avoir de bonnes conditions, de bonnes conditions de vie. Puisqu'il n'y a pas de raison. C'est important de le dire parce qu'il y a plein de jeunes finalement qui ne savent pas ce que c'est être socialiste en fait. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de mots, mais quelque part on ne sait pas vraiment trop les définir. C'est pour ça que je me suis permise de vous poser la question. Mais c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Et puis non, mais dans le sens où moi je pense que il y a plein de gens qui ne s'intéressent pas à la politique, mais malheureusement, même si on ne s'intéresse pas à la politique s'intéresse à vous. Donc en fait, qui on choisit comme président, même si on ne va pas voter et qu'on ne l'a pas choisi, aura une incidence sur votre vie quotidienne. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est ça ce qui est vraiment important. C'est pour ça qu'il faut aller voter, obligatoirement. Pourquoi aujourd'hui, vous avez choisi d'être bénévole pour Anne Hidalgo et pas quelqu'un d'autre? Parce qu'en fait, je considère que c'est la meilleure candidate. Alors pourquoi c'est la meilleure candidate? Parce que c'est une élue de terrain, et ça fait toute la différence. La vie des gens, ça se passe sur le terrain, ça ne se passe pas dans un cabinet ministériel. Donc je pense qu'un maire sait ce que c'est que la vie quotidienne, vie quotidienne des gens, le logement, le transport, etc. Ils le vivent aussi. Ils habitent dans des palais, donc ils le vivent aussi. Et elle a démontré à Paris, d'abord qu'on pouvait améliorer, c'est pareil, la vie globalement des Parisiens. Si on pouvait vivre ensemble et vivre tous mieux. Elle gère une ville-monde. Donc moi je me dis que si on peut gérer une ville exactement, qui est presque unique au monde, exactement, on peut tout à fait gérer un pays, et ça c'est important parce que c'est important aussi de choisir des politiques qui après savent de quoi ils parlent et feront ce qu'ils ont dit. Donc vous êtes maire de Bourg-en-Bresse, et vous faites partie du comité restreint de campagne d'Anne Hidalgo. Absolument. Ok, moi j'ai plusieurs questions, j'en ai deux. J'écoute. La première c'est, Anne Hidalgo elle est maire de Paris, et elle est en même temps candidate à la présidentielle. On peut cumuler comme ça pendant ses heures de travail en tant que maire, on peut aussi du coup faire son travail de candidate, parce que c'est aussi un travail d'être candidate, c'est un sacré boulot d'ailleurs. C'est une sacrée mission, ça prend une sacrée mission. De temps. Comment elle répartit son temps, comment elle s'arrange, parce qu'il y a certains autres candidats qui n'ont pas ces fonctions-là, donc qui ont peut-être plus de temps. Elle, du coup, moins, c'est peut-être pas équitable. Comment elle gère tout ça? Elle est toujours maire, c'est son mandat. Elle va encore au Conseil de Paris, bien sûr. Elle a des contacts, mais ses adjoints assurent la gestion quotidienne de la ville, son équipe. Elle se tient informée. Mais, elle préside le Conseil de Paris. Et elle délègue beaucoup plus pendant le temps de la campagne.
Anne Hidalgo, merci beaucoup de me recevoir. Merci, c'est très gentil. Magali. Donc vous êtes maire de Paris et vous êtes aussi candidate à la présidentielle. Est-ce que c'est pas trop dur d'être une femme aujourd'hui candidate à la présidentielle? Vous le vivez comment? Je le vis, j'ai de la force, hein. Je suis quelqu'un, j'ai 62 ans, donc j'ai quand même de l'expérience. mais c'est vrai que c'est extrêmement... c'est dur, quoi, d'être une femme en politique, et notamment dans ce combat, pas présidentiel, pas vis-à-vis des gens que je rencontre dans la rue, parce que eux, bon, ils ont plutôt envie qu'il y ait des gens compétents, des gens qui aient de la force pour s'occuper des affaires du pays. Mais quand même, cette situation, elle est incroyable. On est en 2022, et on a des attitudes comme ça. C'est quand même terrible. Et justement, moi j'ai l'impression que vous subissez comme on appelle ça le Hidalgo bashing dans la presse. J'ai l'impression que pour vous et pour d'autres candidates, pour les femmes, la presse des fois est très à charge en fait. Très. Et ça doit être pesant quand même à vivre. Oui, parce qu'on se dit, vous savez, voilà, moi je crois à l'égalité, je me suis battue toute ma vie pour que les femmes soient libres, pour être libre moi-même, pour faire ce que je veux de ma vie, quoi. Bien sûr. Et tout d'un coup, vous vous retrouvez dans un monde où tout ce que vous allez dire ou faire va être critiqué. Ça, c'est vrai pour tous les politiques, mais parce que vous êtes une femme, ça prend quand même une connotation très particulière. Mais quand même, ce qu'on subit, regardez les mots qu'on utilise pour Valérie Pécresse ou pour moi, alors on est toujours lâché, abandonné, on est nul, on ne sait pas parler, est-ce qu'on a l'autorité, est-ce que c'était bien à nous d'être là, mais vraiment, on est lâché, abandonné, hein, la femme lâchée, abandonnée. Moi, j'ai des journalistes qui m'ont dit, bon, ben alors quand allez-vous lâcher? Je dis, ah bon, c'est ça le jeu, c'est ça le sport national dans lequel on est aujourd'hui. À quel moment les nanas engagées dans cette présidentielle jettent l'éponge? Et je leur ai dit, mais même pas en rêve, les amis. D'abord, moi, j'abandonne jamais, mais je me dis, surtout pour les plus jeunes, quoi, pour les petites filles, pour les femmes, je me dis, bon, ok, ils ont décidé de nous traiter comme ça, et moi en particulier. Très bien. Allez-y les gars, vous allez voir qu'il y a de la dignité, qu'il y a de la résistance, et qu'à l'arrivée, c'est pas moi qui vais pleurer. Et que ce que je fais là, je le fais aussi pour que les petites filles se disent « Ah, mais c'est donc possible quand même ce monde-là, il n'y a pas un plafond de verre, là, un machin qui contraint les femmes à être dans des rôles dans lesquels les hommes auraient décidé qu'elles devaient être. » Mais est-ce que vous pensez justement que la France en 2022 est prête à recevoir une femme en tant que présidente? Oui, je pense que les Françaises et les Français, oui, mais vraiment, je vous assure que le machisme, il vient du monde politique et du monde médiatique, et de la représentation des femmes que l'on a dans ce monde-là. Pas parce que je suis maire de Paris. Maire de Paris, c'est une très haute fonction, c'est aussi une fonction, c'est une élection, personne ne m'a nommée, j'ai gagné cette élection, j'ai gagné 2 fois. Donc maire de Paris, c'est aussi une très haute fonction, et j'ai vu comment les gens considérait que être une femme, les citoyens, hein, être une femme, finalement, ça peut aussi montrer qu'on est accrocheur, qu'on est bosseur, on est... Pour être là où on est, je vous assure que j'ai bossé 10 fois plus que la plupart des hommes. Hein. Bon, il y a des hommes très bien, heureusement, et il les faut. Mais quand même, nos parcours sont des parcours de combattantes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal en 2022? Non. Les gens sont prêts à ça, mais il y a quand même ce monde médiatico-politique qui ne va pas du tout. Et alors justement, vous êtes maire de Paris. On vous reproche beaucoup dans la presse, dans la rue, de dire voilà, c'est bouché à cause de Anne Hidalgo, tout est bouché, tout est... Est-ce que si vous êtes élue présidente, vous allez continuer dans ce sens-là? Pour vous, les bouchons, c'est toujours, toujours d'actualité ou pas? D'abord, il y avait beaucoup plus de bouchons bien avant. Non, moi, ce que je fais dans les villes, hein, évidemment, on n'a pas les mêmes solutions pour la grande ville ou pour un territoire rural. Mais dans les grandes villes, c'est quoi le sujet? Le sujet, c'est la pollution de l'air. C'est ça qui est en train de tuer plein de gens. C'est vraiment un sujet de santé majeur dans toute l'Europe. Hein. Donc, toutes les grandes villes en Europe et dans le monde, elles font ce que je fais aussi à Paris. On a toutes fait et tous fait pareil, à
savoir diminuer le trafic automobile, permettre qu'il y ait d'autres façons de se déplacer, bien sûr laisser une part de trafic automobile qui est nécessaire, mais qui soit moderne. Il n'y a plus aucune ville au monde qui a des autoroutes qui les traversent en plein cœur. La plupart des grandes villes, et même les petits villages, ils font des contournements pour qu'il y ait quand même des zones un peu apaisées. Donc ce que je fais, et ça je continuerai bien sûr à le faire. Ensuite, sur les questions de mobilité, les solutions, par exemple, vous êtes ici on est dans les Côtes d'Armor, s'il n'y a pas beaucoup de transports en commun, si les gens n'ont pas de possibilité de se déplacer, bien sûr qu'ils vont utiliser leur voiture et il faut accompagner les gens qui utilisent leur voiture pour qu'ils puissent aller vers des véhicules propres. Donc on limite un peu dans les grandes villes, mais on accentue un petit peu dans les villages. Voilà, c'est ce qui se fait partout, vous savez, c'est ce qui se fait partout dans le monde. Alors, vous avez déclaré d'Éric Zemmour qu'il était fasciste, je lis parce que moi, je n'arrive pas à le répéter, fasciste négationniste. Oui. C'est quoi un fasciste négationniste, déjà, juste pour qu'on comprenne ce que c'est? D'abord, c'est un homme d'extrême droite qui a une vision de la société dans laquelle il y aurait d'un côté des gens qui auraient le droit de vivre en France et puis d'autres qui sont stigmatisés, qui sont renvoyés à des gens qui n'auraient pas le droit d'être là, qui seraient des mauvais Français, même des gens qui sont français, qui seraient des mauvais Français. Il prône la haine de l'autre, de l'étranger, de la différence. Il stigmatise vraiment nos compatriotes musulmans au nom de leur religion. Et négationniste, pourquoi? Alors là, quand même, c'est quelqu'un qui nous explique à longueur de journée que le maréchal Pétain aurait aidé les Juifs français pendant la guerre. Alors, le maréchal Pétain, c'est quand même lui qui a signé avec les nazis, qui a collaboré avec les nazis pendant la guerre, qui a été déchu dans l'indignité nationale et qui a vraiment livré les Juifs aux nazis. Et en fait, dans notre droit français, ces propos-là ne sont pas des opinions. Dire, par exemple, que Pétain aurait sauvé les Juifs français, ça n'est pas une opinion. C'est quelque chose qui relève du délit, donc qui est condamnable devant les tribunaux, parce que c'est un mensonge, et c'est un mensonge sur quelque chose qui a fait exterminer des millions de Juifs et qui a fait déporter des milliers de Juifs français. Donc un négationniste, c'est ça, c'est quelqu'un qui nie le fait qu'il y a eu vraiment d'abord la Shoah, mais surtout cette livraison des Juifs aux nazis qui les ont amenés dans les camps d'extermination. Et franchement, dire ça et pouvoir dire des mots comme ça dans la France de 2022, c'est choquant et c'est grave et c'est dangereux, c'est très dangereux. Ce que dit Zemmour, c'est finalement ouvrir la porte à la haine et faire comme si nos lois finalement ne servaient à rien et que tout pouvait être dit. Mais ce peuple français, il doit être respecté et il doit respecter aussi celles et ceux qui le composent. Et si vous pouvez me donner les 3 axes principaux de votre campagne, avec des mots très simples? D'abord, il y a 3 urgences, 3 crises majeures. Il y a une crise sociale, il y a trop d'inégalités dans le pays, il y a trop de gens qui d'un côté vivent mal. On est là dans un centre qui accueille des personnes sans domicile fixe, des femmes victimes de violences, etc. La deuxième chose, c'est l'urgence écologique. En 2030, c'est ce qu'on appelle l'irréversibilité. D'ici 2030, on peut agir. On peut agir, par exemple, pour faire baisser la pollution de l'air. Il faut agir pour que notre alimentation soit plus saine. Il faut agir pour qu'on aille vraiment, qu'on fonce sur les énergies renouvelables, qu'on arrête de se retrouver dans un pays aussi pollué et qu'on fasse ce qu'on appelle une transformation de notre économie vers
ce monde plus écologique qui est le seul monde possible. Et puis la troisième urgence, elle est démocratique. On est dans un pays où les gens s'engueulent, il y a beaucoup de violence, où les institutions, c'est-à-dire l'État, le Parlement, le gouvernement, le président, tout le monde sort de son rôle et n'est plus dans son rôle à lui. Et moi, je veux qu'on soit dans une démocratie qui respire beaucoup plus. Par exemple, je propose qu'il y ait ce référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que des citoyens puissent d'eux-mêmes se saisir d'une idée et la porter pour la faire voter par l'ensemble des Français. J'ai plein d'autres mesures pour que notre démocratie respire, mais c'est la mesure Parce principale. qu'aujourd'hui, on ne peut pas déposer, Non. donc voilà. Aujourd'hui, ça n'existe pas et c'était une des grandes revendications des Gilets jaunes. Ça va, Louis? Ça va, ça va. Alors, toi, tu es jeune militant, socialiste, et tu soutiens Anne Hidalgo. Très fortement même. Ouais, je vois ça. Vous êtes tout habillés en... Alors on a des jolis pulls qui sont tout neufs, qu'on a récupérés hier parce qu'on lance la caravane du Vivre Mieux. Donc l'idée c'est d'aller voir les jeunes partout, des quartiers populaires, des mal inscrits. Donc on a un nouveau track pour leur dire qu'il faut s'inscrire sur la liste électorale. Ah ça me plaît ça. Donc ils ont notamment jusqu'au 4 mars, que c'est facile, que ça peut se faire en ligne. Génial. Et que voter, ça peut leur permettre, on a fait des petites blagues, mais globalement de faire des choses très concrètes, comme augmenter leur salaire à la fin du mois au final. Empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. C'est la première fois là que tu la rencontres ou non? Non, on s'est déjà vu parce qu'en faisant les campagnes, on s'est vu en réunion, en meeting, on applaudit, puis on est là. Mais surtout, après, quand même, on est accompagné, c'est-à-dire que comme on est avec une camionnette pour transporter tout ça, c'est quand même pas nous qui payons la camionnette, ça c'est normal. Oui. Vous êtes quand même aidés, quoi, voilà, c'est ça. On a de l'argent pour manger le midi, qu'on fait des choses très simples. C'est quoi la différence pour toi entre Macron et Hidalgo? La justice, parce qu'en fait Macron c'est juste plus de pauvres, c'est la baisse des APL, c'est juste des files d'attente alimentaires ignobles. Moi dans mon université à Cergy, quand j'étais encore étudiant, en fait j'allais étudier, il y avait des gens qui faisaient 2 heures la queue pour manger. En France, dans la 5e puissance économique mondiale, c'est juste impensable. Et la différence c'est qu'avec Anne Hidalgo, on se bat quand même pour la justice sociale et que ces gens-là ils auront à manger et ils n'auront pas à quémander pour quelque chose qui est juste légitime. C'est ça, ouais. Louis, ça vous dire que Louis, futur Premier ministre, hein. Ça plaît peut-être. Donne-moi ton 06. Les loyers à Paris et des grandes villes sont extrêmement chers. Qu'est-ce que vous allez proposer justement pour l'accès au logement dans les grandes villes comme ça qui sont aussi importantes? D'abord construire du logement, parce qu'il faut, ça manque. Il faut construire du logement et du logement social, du logement à des prix abordables. Et je propose sur l'ensemble de la France 150 000 logements sociaux, dont 60 000 très sociaux. Et puis ce que je propose aussi, c'est ce qu'on appelle un bouclier logement, c'est-à-dire toute personne qui aurait un loyer qui pèse plus de 30% de son revenu, eh bien, percevrait une allocation logement qui prendrait en charge tout ce qui est au-dessus de ces 30%. Parce qu'aujourd'hui, en fait, depuis 30 ans, le prix des loyers a beaucoup augmenté. Vous savez, ça pesait 12% il y a 30 ans dans le revenu des gens, et aujourd'hui, ça pèse plus de 30%. Donc, on voit bien que quand on a dépensé l'argent pour se loger, surtout dans des très grandes villes comme Paris, qui sont très demandées, où le marché de l'immobilier est quand même très cher, eh bien, il ne reste plus rien. Il reste plus rien. L'islam est souvent stigmatisé en France. Comment vous procéderiez, vous, pour rassurer la communauté musulmane, justement ? Il faut bien sûr rassurer la communauté musulmane parce qu'aujourd'hui, ils sont pris pour cible, ils deviennent des boucs émissaires. On l'entend dans le discours de Zemmour, on l'entend dans ce discours politique aujourd'hui. 99,9% de la communauté des Français de confession musulmane veulent vivre tranquillement dans la République, les lois de la République, qu'on fasse vraiment la différence entre ce qu'est vivre sa religion, ce que permet d'ailleurs la laïcité en France, et ce qu'est l'islam politique radical, qui est un mouvement politique, un mouvement terroriste, mais qui ne peut pas être assimilé à ce que portent et à la foi que portent les musulmans de France. Ok. D'autres candidats comme Fabien Roussel souhaitent le retour de l'impôt sur la fortune. Oui. Est-ce que cela fait partie d'une solution aussi pour réduire les impôts ?
ou pas? Ça fait partie, en tous les cas, je demande et je ferai le rétablissement de l'impôt sur la fortune. Et pour moi, c'est de l'ordre de 4 milliards d'euros par an, l'impôt sur la fortune, permettrait de financer toutes les mesures pour accompagner socialement la transition écologique. Par exemple, si on veut accélérer toute la rénovation des bâtiments, des logements, mais les gens ne peuvent pas avancer les frais souvent, donc ça ne se fait pas, eh bien, je veux que ces mesures-là, enfin cet impôt sur les grandes fortunes, soit, comme on dit, fléché pour que cet argent serve, par exemple, à faire l'avance des sommes d'argent nécessaires pour rénover les bâtiments. Les sommes, les 4 milliards d'euros par an de cet impôt sur la grande fortune servirait notamment à financer ces aides-là. Les violences faites aux femmes, vous savez que ces violences ne cessent d'augmenter. Quelle est votre solution pour réduire ça? D'abord, ce qui est terrible, c'est qu'on est en 2022 et qu'en France, ça reste quand même un sujet énorme. D'autres pays arrivent vraiment à le régler. Je pense à l'Espagne qui a vraiment les lois les plus protectrices pour les femmes victimes de violences. Donc je veux vraiment faire, comme ils ont fait là-bas, la même chose, c'est-à-dire à la fois protéger les femmes, leur permettre de quitter leur domicile. Vous savez, souvent les femmes qui sont battues, quand elles ont des enfants, elles disent « mais où je vais aller? Je ne vais pas partir, je ne sais pas où aller, je n'ai pas de travail, je suis en situation de dépendance vis-à-vis de mon conjoint. » Et donc, c'est souvent ça qui les empêche de partir. S'il y a des lieux d'hébergement où elles savent, parce qu'elles ont l'information, que ça existe, qu'on va pouvoir les accueillir avec leurs enfants, qu'elles vont pouvoir, à cet endroit-là, trouver des gens qui vont les aider, y compris à trouver un travail, déjà, les choses vont mieux. Mais ça veut dire qu'il faut créer ces lieux d'hébergement. Il n'y en a pas assez. Là aussi, les associations féministes et féminines qui travaillent sur ce sujet ont évalué, je suis d'accord avec elles, à 1 milliard d'euros par an le budget nécessaire pour justement mettre en place tous ces hébergements, tout cet accompagnement pour les femmes victimes de violences. Et puis, il faut aussi travailler sur la partie police et justice. Sur la partie police, évidemment que le recueil de la parole d'une femme victime de violence, lorsqu'il se fait, il doit se faire par des gens qui sont formés à recueillir cette parole, parce que la femme, à ce moment-là, elle est traumatisée, elle est fragilisée si elle doit témoigner devant des policiers. Il faut que sa parole soit vraiment entendue et ça nécessite de la formation, beaucoup de formation. Ça nécessite aussi dans les commissariats, on l'a fait à Paris, mais ça c'est la ville qui les a financés, des assistantes sociales pour être là aussi. Voilà. Donc ce sont des moyens qui fonctionnent très très bien en Espagne, mais qui ont été généralisés massivement en Espagne. Donc il faut qu'on aille sur ce terrain-là. Et puis je rétablirai un ministère du droit des femmes plein et entier, parce que ça n'existe plus, c'est des secrétariats d'État, enfin bon, bref, tout ça ne va pas aujourd'hui. Il faut en faire une grande, vraie cause nationale. Macron avait dit qu'il en ferait une cause nationale. Franchement, rien n'a vraiment bougé. En tous les cas, la situation ne s'est pas du tout améliorée sous ce quinquennat. Vous savez qu'il y a beaucoup de problèmes sur les réseaux sociaux. Moi, je viens du monde des réseaux sociaux. Le harcèlement, enfin, il y a des tonnes de problèmes. Est-ce que vous pensez que si vous passez présidente, si vous êtes élue présidente, est-ce que vous créerez un ministère aux réseaux sociaux? Et bien sûr, est-ce que je serai votre ministre, évidemment? Vous êtes totalement qualifiée pour. Alors là, moi, je serais ravie. Et puis en plus, gentil. Vous nous apprendriez plein de choses. Merci beaucoup. Non, vraiment, on a besoin. On a besoin. Ça voilà, et bien, c'est comme ça. De s'améliorer. Bravo, Merci Magali. beaucoup, c'est gentil. Merci pour votre temps. Merci.